Dear fellow feminists, I'm here for all of the witches. Pourquoi le féminisme? Nous les hommes, on n'ose plus rien faire, on ne veut plus rien dire. Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes. Ah, je t'avais dit, elles en veulent au mec. Le féminisme a donné aux femmes dès qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur. On est dans un pays où un violeur sur 100 est condamné. Il y a un problème avec monsieur là. Non, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on se lève et on se bat. Pas du clito. Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse. Bim, c'est encore la faute du patriarcat. Encore une fois, c'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute. Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission d'On se lève et on se casse en ce début d'année 2025 qui a commencé sur les chapeaux de roue. Pour nous en tout cas, on espère que vous avez eu une fin d'année en bonne compagnie, que ce soit la vôtre ou celle de personnes que vous aimez. Nous, on a un peu l'impression de commencer cette année dans les marécages. Mais on va continuer de faire ce qu'on fait à chaque fois, se lever et se casser pour créer nos espaces de réflexion contre ce patriarcat qui tourne décidément bien en rond. Aujourd'hui, c'est une émission que je présente en solo et je pense fort à Marion qui n'a pas pu m'accompagner aujourd'hui. C'est donc notre 4e émission de la saison et pour celle-ci, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les conditions des enfants dans notre société, plus particulièrement la domination des adultes sur les enfants et la culture de l'inceste. Pourquoi ces questions doivent être un enjeu féministe central aujourd'hui? On va voir ça ensemble. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Ce soir, on accueille 2 invités pour parler de tout ça. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Vous êtes autrice et dessinatrice de l'ouvrage Ce que Cécile sait, journal d'une sortie d'inceste aux éditions Marabout, publié en septembre 2024. Vous y racontez à la fois votre histoire familiale, tout en analysant les ressorts et les mécanismes de la culture de l'inceste et du système inceste dans notre société. Avec nous ce soir, nous avons aussi Marion Pollert. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie du collectif d'amis qui ont permis de publier le travail du chercheur Tal Pieter-Bromerckx intitulé « La domination oubliée, politiser les rapports adultes-enfants » en octobre 2024 aux éditions Blast, après son décès en 2021. C'est un travail exigeant dans lequel Tal Pieter-Bromerckx critique la condition naturelle de vulnérabilité de l'enfant, la naturalisation de la vulnérabilité de l'enfant et critique aussi les systèmes politiques dans lesquels on construit les enfants comme des êtres vulnérables et fragiles, dépendants en tout des adultes. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc c'est un chiffre vertigineux. Et comme vous le dites, Cécile C, dans votre ouvrage, c'est un chiffre qui bizarrement nous sort vite de l'esprit. On le voit, on l'entend, c'est trop dur et on oublie. Ce chiffre, c'est celui-ci. Un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles en France. Accrochez-vous. Et encore ça, ce sont des chiffres sous-évalués. Édouard Durand, qui signe une préface de votre ouvrage, Cécile C, a écrit un manifeste criant, un tract Gallimard en janvier 2024. Il commence comme ça. En France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année. Et 50% de ces violences relèvent de l'inceste. Ça veut dire qu'elles sont commises au sein de la famille. 50% d'entre elles. Pour moi, ça en soi, c'est suffisant pour expliquer pourquoi on va parler de ça aujourd'hui, mais apparemment, ça ne l'est pas pour tout le monde. Alors, première question, c'est d'ordre général, ça vous concerne tous les deux. Sur la forme que ces 2 ouvrages respectifs prennent, ils prennent des formes très différentes, un récit graphique d'un côté, un travail de recherche très poussé de l'autre, mais ces 2 ouvrages interrogent la manière dont la domination sur les enfants est pensée, représentée, comment on y répond, comment on y réagit. D'abord, la thèse de Tal permet d'aborder comment on naturalise la vulnérabilité de l'enfant, sa fragilité, comment on naturalise le fait qu'il est dominé par un adulte pour le protéger. Et donc Tal critique ce système politique, cette institution politique qu'est la famille, comme vraiment pas conçue pour correctement protéger l'enfant, c'est ça ? Non seulement pas conçue pour protéger correctement l'enfant, mais le premier lieu en fait où ces violences sont perpétrées. Donc à partir de là, on peut dire que même si la thèse de Tal, c'est une thèse de philosophie au départ et qui fait de la place à des disciplines empiriques, c'est vrai que là c'est un endroit où les statistiques ont leur poids, puisqu'en fait c'est un peu le levier sur lequel Tal va appuyer pour se poser la question, mais alors dans ce cas, est-ce que vraiment les enfants sont fragiles, donc la famille est appelée à le protéger, ou est-ce que plutôt la famille c'est une institution qui s'appuie sur cette prétendue vulnérabilité de l'enfant, ou en tout cas la façon dont elle est travaillée, qui légitime en fait l'institution de la famille, mais aussi qui fait de la place à ces violences-là.
Et Cécile, donc vous êtes partie du particulier pour parler de l'universel. Vous racontez dans votre ouvrage l'inceste que vous avez vécu dans votre famille et vous vous appuyez sur votre vécu pour mobiliser énormément de ressources. Donc vous recitez Bruno Clavier, psychanalyste, Paul-Claude Racamier, psychiatre français, et beaucoup d'autres pour illustrer ce que c'est l'inceste et son système. Et donc vous préférez partir du particulier pour parler de l'universel. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez pensé ? Non, en fait, je pense pas que je parle de l'universel. J'ai un gros problème avec cette idée-là de l'universel. Et précisément en matière d'inceste, je pense qu'il nous manque, et je pense qu'on est à la préhistoire des recherches sur les questions sur l'inceste, et qu'il nous manque énormément d'informations sur justement comment ça se passe selon les aires culturelles et géographiques. Et il n'empêche que la domination adulte est un trait largement répandu, mais j'avais pas du tout en tête que je partais du particulier pour aller vers l'universel, quoi. Vous avez raconté votre histoire parce que... Non, moi ce que je fais, c'est quelque chose d'assez classique quand on est militante féministe, ce que je revendique être sans problème, c'est je politise mon parcours en fait. Donc je pense même que, parce que je me suis pas du tout appuyée que sur des psychanalystes ou des psychiatres, je cite beaucoup de l'anthropologie, de la sociologie, de l'histoire, voilà. Il y a beaucoup de je tiens à le préciser. Et justement, je le précise parce que souvent, une manière d'aborder l'inceste, ça va être ça, de psychologiser les choses, et donc de pas politiser, c'est-à-dire voir la dimension systémique au sein d'une société donnée, bien évidemment. Et donc moi, je crois que ce que j'ai cherché à faire globalement, c'est de prendre les apports d'une certaine psychologie assez militante d'ailleurs, qui rejette Freud en l'occurrence, et la façon dont Freud a justifié l'inceste, et aussi l'anthropologie que représente Dorothée Ducy, et d'essayer de faire le pont entre les deux pour, à partir de mon cas particulier, effectivement, voir comment les concepts qui ont été pensés par d'autres peuvent éclairer mon parcours et du coup éclairer d'autres parcours. Et Marion, en publiant la thèse de Tal Peter Bromerx, quel public vous souhaitiez toucher ? Parce que c'est un travail qui est complexe. Il y a une rigueur universitaire qui parfois peut décourager un public plus large. Pourquoi ça vous a semblé essentiel de le diffuser quand même, malgré qu'il soit très complexe ? D'abord, Tal, c'était un philosophe, mais c'était aussi un militant. Et on trouve encore certains formats en fait, dans lesquels il a pu exprimer sa réflexion, mais dans des formats pas académiques en fait. Et donc, malheureusement, on n'a pas en fait le livre qu'il aurait peut-être écrit si il n'était pas mort suicidé, et s'il avait adapté aussi cette thèse dans d'autres formats. Néanmoins, on a trouvé d'une part qu'il y avait un manque et dans le paysage académique. En fait, c'est même au départ un peu un des points de départ de sa thèse, en fait, de voir à quel point, en philosophie politique, les rapports adultes-enfants sont pas pensés comme des rapports de pouvoir ou de domination. Donc il y avait ce manque-là, et d'une certaine façon, c'est ce qui fait aussi qu'en dehors de l'objet livre un peu qu'on a publié grâce à Karima Issol et grâce au collectif dans son ensemble, il y a aussi sa thèse dans son intégralité qui est en ligne en fait, et que tout le monde peut aller consulter, et on espère en fait que ça contribue en fait à faire vivre sa pensée, mais à nourrir aussi simplement les réflexions, les travaux sur le sujet. Et puis d'autre part, avec ce livre, on a voulu, c'est vrai, s'approcher un petit peu de l'objet militant, mais on n'allait pas écrire un livre qui n'existait pas, et c'était en plus un peu éprouvant de toucher à ces mots à lui. Donc on s'est contenté d'essayer de le rendre plus accessible, par exemple en introduisant des résumés par moment, en insistant sur la structure en fait entre les parties, comment un argument s'articule à un autre, plein de choses comme ça qui tendaient quand même à rendre ce qui est quand même une thèse de philosophie plus accessible. Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai travail de rajout en marge du texte de plein de petites indications qui sont très aidantes par ailleurs, parce que c'est vrai que sans vos indications, ça aurait été ardu peut-être de suivre la pensée. Est-ce que c'était une grosse partie du travail de faire ça ?
Oui, alors, c'est difficile de hiérarchiser un peu comment tout le travail s'est organisé, parce que voilà, chaque étape a quand même été beaucoup de travail collectif, où les uns une sont venus, repartis aussi, voilà, parce que tout le monde avait, c'est aussi les conditions matérielles de ce travail qui faisaient que voilà, c'était pas notre, on avait aussi un métier par ailleurs, etc. Mais oui, ça a été une grande partie de déjà se mettre au clair sur ce qu'allait être le projet. Donc ce que je viens de résumer, tout ça, ça a été des questions. Est-ce que c'est un livre qui peut devenir un livre vraiment, un outil militant ? Bon, pas vraiment, mais il y a quand même vraiment du contenu qui, pour le coup, peut remplir cette fonction-là. Qu'est-ce qu'on veut changer ? Par exemple... c'est un peu bête à raconter, mais au début, on n'arrivait pas à changer même une virgule. On se sentait obligé de mettre des crochets, des choses qui signalaient en fait chaque intervention, mais aussi parce qu'on avait ce rapport quand même émotionnel en fait en faisant ce travail. Et après, non pas qu'on soit devenu extrêmement interventionniste par la suite, mais on se sentait moins obligé de signaler chaque toute petite modification. Et c'est vrai que on a fait des choix à la lumière de cette finalité-là, qui était de rendre le travail accessible et de le restituer vraiment à la motivation politique militante qui habite Étal pendant son travail de thèse. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, on a coupé des passages qui, à nouveau, sont accessibles en ligne, mais en tout cas qui ne sont pas imprimés tels quels, qui sont très, très techniques, très tournés histoire de la philosophie. Par exemple, sur des philosophes du XVIIe siècle, vraiment sur l'histoire du libéralisme, certains mouvements dont peut-être il y en a qui n'ont pas entendu parler. En tout cas, moi, ce n'était pas mon cas, comme le patriarcalisme. C'était pas mon cas non plus. Et donc là, on a remplacé ça par un petit paragraphe, un petit bout de phrase qui quand même résumait pourquoi à un moment Tal faisait ce passage-là, comment ça s'intégrait en fait, comment ça faisait avancer l'argument pour que ça puisse être suivi. Et après, il y a des choix qui sont restés un petit peu arbitraires. Par exemple, Piaget, ça reste un peu technique, etc. Mais en fait, souvent, les gens connaissent. C'était intéressant que ça aille voir du côté de la psychologie, etc. Donc voilà, à chaque fois, c'était des discussions collectives qui étaient à l'origine de ces choix-là. Et vous étiez combien dans ce collectif qui a permis de... Alors, c'est difficile d'arrêter ça à un chiffre vraiment strict, parce qu'il y a des gens... Alors, déjà, c'est un groupe d'amis. C'est un groupe d'amis, mais aussi d'amis d'amis. Il y a eu, par exemple, tout un groupe de relectrices qui sont... il y a déjà, en fait, les noms que vous voyez déjà en couverture au niveau des contributrices. Oui. Ça a été un petit peu le noyau dur, augmenté aussi d'autres personnes. Enfin, chaque personne s'est engagée à la mesure de sa capacité et de ses contraintes à ce moment-là. Et puis, derrière ça, il y a encore aussi tout un travail de relecture où, pour le coup, on a mis beaucoup plus de monde encore à contribution. Et même, je dirais, il y avait de nos amis qui connaissaient Tal peut-être par notre entremise, mais peut-être pas forcément très personnellement, mais qui avaient de l'intérêt à voir ce travail publié, etc. Et puis après, il y a aussi évidemment le travail de Karima Essol à Blast, qui est extraordinaire, qui s'est ajouté à ça. Donc, et puis aussi, peut-être, c'est une dernière chose dont je peux parler, mais peut-être on y reviendra, c'est il y a eu d'autres façons de diffuser le travail de Tal, et donc on a aussi un petit peu bénéficié de ça d'une certaine mesure. C'est-à-dire que il y a eu par exemple d'autres podcasts, il y a eu des événements, il y a eu aussi un article qui est apparu dans la revue Mouvement. Ça, c'est toutes des choses aussi qui ont fait avancer ce travail collectif-là, et finalement, voilà, qui souvent figure en note de bas de page, et auquel il faut penser. Cécile, vous, de votre côté, vous racontez que votre ouvrage, vous avez commencé à le penser lors de votre sortie d'inceste. J'insiste sur le terme sortie d'inceste. Aux alentours de vos 38 ans. Pourquoi ce besoin d'écrire s'est imposé à vous, en fait, à 38 ans ? Alors en fait, moi j'ai pas pensé le livre, j'ai d'abord fait des posts Instagram. Ouais. Du coup, le premier, par exemple, et donc mon livre est organisé par chapitre, et en gros chaque chapitre correspond à peu près à un post. Certains chapitres n'étaient pas sur Instagram, mais globalement c'est ça. Et le premier chapitre, en fait, c'est le post que j'ai fait en plaquant mon psy. Et donc je suis rentrée chez moi et j'étais vraiment énervée parce qu'il m'avait hurlé dessus parce que j'avais osé dire que l'inceste était
collectif en famille, en gros. Et donc, j'ai écrit ce qu'il n'avait pas voulu entendre. Je l'ai publié sur Instagram. Et ça a eu de l'écho très vite, alors que moi, j'avais un tout petit compte. J'avais 500 abonnés. Et le truc a été massivement partagé. Et donc là, je me suis dit, il y a de l'écho, j'ai encore des choses à dire. Et du coup, j'ai continué. Et de fil en aiguille, le compte a monté. Et le livre est... Enfin, l'idée du livre a germé au bout d'un moment, quoi. Mais je me suis pas dit, tiens, je vais faire un livre sur l'inceste, quoi. Ouais. Et votre premier post, il remontait à quand ? C'est une question un peu précise. J'ai des problèmes de mémoire. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Mais quelques années, sur Insta, ouais. Je crois que c'est vers juin 2022, je crois. D'ailleurs, en fin d'ouvrage, vous expliquez que vous ne dites pas que vous sortez de sortie d'amnésie traumatique. Vous ne sortez pas d'amnésie traumatique parce que le terme de sortie d'amnésie, pour vous, c'est pas représentatif de votre expérience. Pourquoi ? Parce que, par exemple, j'ai toujours plein d'amnésie. J'ai des énormes trous noirs dans ma mémoire. Donc la sortie d'amnésie, c'est pas on-off déjà. Et puis qu'en fait, dans le phénomène que j'ai vécu, c'est pas qu'une amnésie, en fait, c'est du déni, c'est du clivage, et ça n'est pas non plus quelque chose de très individuel, dans le sens où en fait, j'utilise en partie les travaux des psychiatres qui expliquent, par exemple Muriel Salmona qui explique très très bien comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne l'amnésie traumatique, que c'est un phénomène de survie, etc. Mais je suis toujours un peu circonspecte avec le fait d'expliquer l'amnésie et le déni uniquement par ce biais neurologique, dans la mesure où, avec MeToo, en fait, plus on est nombreuses à parler, nombreuses, plus on sort collectivement d'amnésie. Donc je pense que faut jamais oublier que que les phénomènes individuels sont toujours, enfin qu'on est des êtres collectifs, sociaux, et donc on peut pas se contenter. Enfin, c'est vraiment très limité et du coup faux politiquement de dire que sortir d'inceste ce serait sortir d'amnésie. Ouais. Ça simplifie un peu le vrai processus, qui est en fait un ensemble de ressorts, qui est une forme de déni, une forme d'amnésie, une forme de ce que vous disiez tout à l'heure, c'était je sais plus le terme que vous avez utilisé, ça va revenir, mais donc il y a énormément de ressorts et c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui. Ouais. On parlait de naturalisation de la domination des adultes sur les enfants, et là je pense que notre première chroniqueuse Chloé va nous éclairer un peu sur ça, mais avec la lumière des mythes antiques. Salut Chloé. Salut. Ce soir, on parle de l'enfance et plus précisément de pourquoi il faut arrêter de considérer les relations parents-enfants donc comme naturelles, la domination parents-enfants comme naturelle, et pour les politiser et étudier les dynamiques de domination qu'elles impliquent. Et Chloé, toi, ça t'a immédiatement fait penser à l'Orestie, que je ne connais pas. Et oui, l'Orestie d'Échille, je te la recommande parce que c'est une. Merci. C'est une trilogie majeure du théâtre grec. C'est la seule trilogie qui nous soit parvenue intacte jusqu'à nos jours. Donc, elle raconte les déchirements de la famille des Atrides, et c'est aussi un texte qui retrace la naissance mythologique de la justice athénienne. Ok, donc topo pour ceux qui n'ont pas suivi au fond de la classe. Alors, dans la première pièce, Clytemnestre tue son mari Agamemnon pour venger leur fille Iphigénie, sacrifiée par son père avant la guerre de Troie. Donc, dans la deuxième, leur fils Oreste venge Agamemnon en tuant sa mère. Je ne sais pas si vous avez suivi. Et dans la troisième, Oreste est poursuivi par les Furies, donc des déesses terrifiantes qui sont chargées de punir les crimes de sang. Donc les Furies, c'est des divinités anciennes qui sont antérieures au dieu de l'Olympe et qui sont représentées dans la pièce comme des bêtes hurlantes qui incarnent une justice archaïque, celle du talion, œil pour œil, dent pour dent. Apollon, qui a incité Oreste à tuer sa mère, lui conseille de se réfugier à Athènes, où la déesse Athéna instaure, pour résoudre son cas, le premier procès de l'histoire. Les Furies plaident leur cause, Oreste aussi, avec le soutien d'Apollon, qui propose un argument radical. Donc je le cite, « Ce n'est pas la mère qui donne la vie à son enfant, elle n'est que la nourrice d'un germe reçu du père, la vie vient du mâle qui l'assaillit. » Donc, selon le dieu, la mère, c'est une sorte de terreau passif. Seul le père est un géniteur. Et d'ailleurs, Apollon peut le prouver. Donc, il se tourne vers Athéna, qui est le parfait exemple, puisqu'elle n'est pas née d'une femme, mais de la tête de Zeus. Donc, sa conclusion, c'est « Oreste devait venger son père, mais il ne devait rien à sa mère. » Et cet argument, ça convainc les juges ?
Alors le jury est divisé et c'est Athéna qui tranche et elle tranche en faveur d'Oreste. Sa position est claire comme elle le dit, je suis du côté du père de tout mon cœur. Donc le premier procès de l'histoire s'achève sur une victoire symbolique, celle du père sur la mère. Ce que l'Orestie met en scène, c'est la transition d'une justice privée, vengeresse et archaïque vers une justice publique, institutionnelle et rationnelle. Mais cette justice n'est pas neutre. Dès sa naissance, elle est pensée pour protéger l'ordre patriarcal. C'est un ordre plus structuré, mais qui repose sur la prééminence du père et l'exclusion des femmes. Et c'est pas un hasard si l'argument d'Apollon se retrouve dans la philosophie d'Aristote, qui décrira plus tard la mère comme une matière passive face au principe actif du sperme masculin. Super. Donc c'est un mythe pseudo-naturel qui va légitimer pendant des siècles l'idée que les femmes ne sont que des matrices et qu'elles doivent rester en dehors des affaires de la cité. Mais du coup, les furies, elles disparaissent. Alors non, les furies acceptent la transformation de la justice et elles deviennent des gardiennes bienveillantes de l'ordre nouveau. On pourrait dire qu'elles sont apaisées ou bien qu'elles sont domestiquées. L'ordre patriarcal ne les détruit pas, il les intègre, il leur donne une place, mais une place subordonnée. Les dieux de l'Olympe ont soumis les forces archaïques, les reformatant pour servir son propre cadre, et ce cadre, dès le début, il est du côté du père. Et aujourd'hui, ça nous dit quoi ? Alors ça nous dit que les structures de pouvoir se construisent sur des récits, sur des mythes qui rendent naturels aux yeux de ceux qui en profitent comme de ceux qui les subissent. Ce que raconte l'Orestie, c'est comment un système d'oppression peut s'instituer en passant pour une avancée. On arrête la vengeance privée, on institue un tribunal, mais ce tribunal est déjà biaisé en faveur, comme le dirait Rose Lamy, des bons pères de famille. Aujourd'hui, beaucoup d'institutions nous semblent objectives, rationnelles, légitimes, mais si on creusait leurs fondations, combien de furies assoupies révéleraient-elles ? Merci beaucoup Chloé. Des furies, il y en a beaucoup à trouver encore, j'imagine. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. On nous entend. Maintenant, on nous entend. Vous écoutez toujours, donc on se lève et on se casse sur Radio Campus Paris, sur le site en direct et sur le 93.9 FM. Nous sommes toujours avec Marion Polaert et Cécile C pour parler de l'ouvrage de Tal Peter Merckx, La domination oubliée, politiser les rapports adultes-enfants, et de Cécile C, ce que Cécile C, journal de sortie d'inceste. Marion, comme je le disais en introduction, cette thèse elle a été publiée à titre posthume à la suite du décès de Tal. Et c'est un travail qui est très particulier, j'imagine, de diffuser donc cette thèse inachevée. Tu le disais tout à l'heure. Quelles difficultés vous avez rencontrées plus particulièrement? Je pousse un peu encore sur la manière dont vous l'avez écrit à plusieurs mains. Vous étiez nombreux, ça a demandé un travail de coordination qui a dû être phénoménal. Et de retrouver ne serait-ce que les textes. Je précise pour les gens qui ne l'ont pas lu. Par exemple, la 3e partie, ça n'est qu'un plan détaillé à la base que vous avez développé. Ouais, non C'est plus compliqué que ça, peut-être Oui, en fait, on l'a... Il était très semi-rédigé, on l'a plus mis en forme que développé, en fait. Et il y a... Enfin... On a ajouté assez peu de choses, mais oui, par exemple pour l'histoire, ce plan de 3e partie, donc qui est la partie qui n'a pas été écrite et qui en plus aurait été sans doute la partie qui aurait le plus directement ouvert en fait, et sur des modes d'action et sur des questions militantes plus directement. On a retrouvé ce papier dans la pochette de son ordinateur. Donc voilà, il y a plein de... Et puis par exemple, un peu dans le même genre, on travaillait sur une version du document et en fait on l'a confronté à d'autres versions, notamment une version qui avait été envoyée à l'un de ses directeurs de thèse. Voilà, il y a tout ce travail-là qui déjà est une première difficulté. Après, il y a le travail de modification du texte qui est le texte imprimé, même si ça n'a pas modifié la thèse en elle-même, et sur lequel voilà, je me suis déjà un peu étendue. Ensuite, je dirais que ça a été aussi peut-être un peu compliqué, la façon dont ça a été reçu, la démarche même, en fait, de diffuser la pensée d'un ami qui était décédé. C'est-à-dire que autant on a reçu un soutien attentif et délicat de la part de plein de gens, et j'ai pas le temps de remercier tout le monde, mais je parlais un peu de la revue Mouvement, donc Vanina, nos éditoristes Sol et Karima, les Sheds, enfin vraiment beaucoup de monde qui s'est montré très à l'écoute, et aussi je pense dans
une forme d'attention à la pensée TAL, mais il y a eu aussi certains moments qui ont évidemment été parmi les moments difficiles de cette entreprise, où on a eu aussi l'impression d'être un peu un groupe d'illuminés, ou qu'en tout cas, ça entachait un petit peu, d'une certaine façon, le sérieux de cette entreprise, de se retrouver dans cette position, en fait, et d'endeuillés, et de passeurs et de passeuses, en fait. Donc voilà, ça, c'est encore une difficulté qui s'est ajoutée. Et après, oui, le fait de se coordonner, c'est plein de choses dont on peut se douter un petit peu. On s'est organisé des résidences d'écriture qui permettaient quand même à un moment, avancer, faire des points un peu, apporter de la cohérence à tout plein de choses qui se passaient avec des réus qui pendouillaient par moments, qui étaient, et puis parfois un peu dépeuplés aussi en fonction du moment de l'année, etc. Donc oui, ça a été un travail de longue haleine, clairement. Et Cécile, vous avez écrit un ouvrage donc, sur votre expérience personnelle. Quand j'écris des projets sur mon expérience personnelle, j'ai tendance à me heurter sur des questions de violence, par exemple. J'ai tendance à me heurter à des murs parce que le travail de la mémoire, le travail de la prise de conscience, le travail de la sortie du déni, etc., il est compliqué, il y a plein de résistances qu'il faut dépasser. Est-ce que pour vous, ça a été dur d'écrire en ce sens-là? Je sais que c'est d'abord passé sur Instagram, donc c'est peut-être différent, vous l'avez fait à votre rythme, peut-être. Mais est-ce que vous avez rencontré ce genre de difficultés qui sont liées à la fois à la sortie d'un déni, à la fois à je sais pas, un réassemblement de tous vos souvenirs. Est-ce que ça a été de cet ordre-là ou pas tant? Alors pas trop, mais ça s'explique. Je crois que c'est intéressant comment ça s'explique, c'est-à-dire ma prise de conscience de l'inceste. En fait, ma prise de conscience du fait que j'ai grandi dans une famille violente. Du coup, elle a été accompagnée par... ça faisait quand même un certain temps, une dizaine d'années que je travaillais sur moi. Et ça a débloqué plein de choses d'un coup. Donc ma vie a radicalement changé, mais vraiment, j'ai acquis un bateau. Mais véridique, en fait, en soi, c'était déjà enfreindre une loi non écrite de ma famille, alors que j'ai grandi au bord de la mer. Mais voilà, je me suis remise au dessin alors que je m'étais empêchée de dessiner après avoir fait les Beaux-Arts de Paris, parce que je suis sortie photographe. Voilà, et donc quand j'ai commencé à faire ce premier post, j'étais déjà un petit peu, mais ça s'est accéléré, dans une démarche où dans une démarche de sortir de l'auto-sabotage. Et donc, par exemple, le crayon que j'utilise, qui est un crayon unique 4 couleurs, je l'ai choisi précisément parce que il était sur mon bureau quand je suis rentrée de chez mon psy, et je me suis dit, ah putain, je vais prendre ce truc-là parce que du coup, je vais pas m'arrêter pour me demander quelle couleur je dois faire et me demander si c'est joli, etc. Donc j'avais une sorte de vigilance pour pouvoir m'autoriser à sauter à l'eau. Et le fait de publier sur Instagram, c'était la même démarche. C'était le fait de tout à coup arrêter d'être jugeante envers mon travail immédiatement et d'oser publier des trucs que je trouvais pertinemment. Enfin, mes premiers dessins, d'ailleurs, je les ai refaits, mais je les trouvais pas beaux, en fait, clairement. Et j'avais cette peur d'oser dire des trucs perso qui se disent pas. Mais je sais pas, c'est comme si j'avais fait sauter un bouchon et à partir de là, je me suis dit, rien ne m'arrêtera, quoi. Donc, mais du coup, le truc, c'est que souvent, par exemple, moi, je ne me pose aucune question en termes ou très peu, en termes de ce que j'ai le droit ou pas de représenter de la violence. Tous les trigger warnings, etc., j'en fais aucun. Jamais. Et en fait, il y a une partie... Enfin, j'ai réfléchi après coup parce que du coup, on m'en a parlé de ça. Et au début, je réfléchissais pas. Il y a ce truc de... je suis vraiment très dissociée et du coup, j'ai du mal à me rendre compte de ce qui est violent ou pas. Et très souvent je tombe à côté de la plaque. Moi, il y a des trucs que je peux trouver hyper violents et en fait c'est pas ça du tout pour les autres. Et après il y a un autre truc, c'est que vraiment moi je suis pas d'accord avec ce truc qu'il faut pas prononcer le nom de Voldemort, quoi. Donc je pense que faut dire viol, faut dire inceste. Voilà, c'est violent, ça fait violence. Voilà, c'est en fait. Je pense qu'on ne peut pas attraper cette question de l'inceste sans l'attraper avec la violence qui vient avec. Je fais violence à ma famille en racontant l'histoire. Voilà. Et j'avais le choix entre raconter ou pas raconter. Donc à partir d'un moment, je le fais, c'est violent. Et je ne vais pas me cacher en me disant non, mais je l'ai fait d'une manière qui n'est pas violente.
Est-ce que ce refus de trigger warning, je sais pas si c'est un vrai refus, mais en tout cas, est-ce que ça vous permet de mieux vous lancer? Parce que sinon, il y a des précautions à prendre et ça devient tout compliqué. Enfin, il y a tout un tas de pensées qui s'accompagnent. Ou est-ce que c'est juste que quand vous l'avez fait, vous vous êtes dit... C'est même pas un refus, parce qu'au départ, je l'ai pas fait en me disant je refuse d'eux et je le fais pas. C'est plus une façon de... Je sais pas trop, en fait. C'est pas quelque chose qui est... Alors, en fait, je comprends qu'on réclame des trigger warnings et je vois l'utilité. Ça me parle pas trop. Et du coup, jusqu'à présent, j'ai pu avancer sans me poser trop cette question-là. Et quand j'y réfléchis, je trouve ça pas très utile. Mais on me l'a pas violemment reproché non plus. Voilà, donc je sais pas trop. Et c'est vrai que je trouve que c'est pas un sujet de réflexion que je trouve hyper... Enfin, il y a tellement de trucs à penser que... c'est pas la priorité, quoi. Pour moi, c'est pas la priorité, mais pour d'autres, ça l'est peut-être, et peut-être que j'ai tort. Voilà. Bon, on dit pas ça non plus, mais c'était intéressant de se poser la question parce que c'est une pratique qui est hyper répandue maintenant dans les textes, dans les productions générales sur le sujet. Donc, on va faire une petite pause musicale parce que le temps passe avec Lana Lubani, une chanteuse londonienne aux origines palestiniennes et américaines, et son titre qui a connu le succès intitulé Yafa. شجر الزيتون مربوط في الأرض والشمس تحميه الشجر المحروق بيضل الحب سقيه والنجم والقمر والمي والبحر ما بنسى من وين أنا جاي عصفور طار بالهوا وأنا مفتاح البيت والشاي بالنعناع ريحة الصيف وهوا يافا والنجم والقمر والمي والبحر ما بنسى من وين أنا جاي ما بنسى من وين أنا جاي ما بنسى من وين أنا جاي. كانت الحياة غير شكل. بيتنا أول إشي بيت كبير كان يعبي الناس مرة بالشهر. كنا نعمل استقبال يوم سبت يجوا كل أصحابنا وينتهي كل عيد عناية تغني ومنور ترقص. كنا عايشين عيشة أبها معهم يقول لي الناصر يجينا على الناصر على شهر زمان عبين ما تروح الحالي وضلنا على طول. They say home is where the heart is, but what if you don't have it? Would it be where almost started? I say home is where my art is, my penmanship's my anthem, more committing than a promise. Got my family by my side for life. Every day I'm reaching a new high. Freedom in my thoughts, they raise me right. They can't ever stop my inner child. وداركم شو صار فيها؟ راحت هدوها على البحر صارت طويلة. لا يعني أنا عشت حياتي كلها يعني من أنا وصغيرة لا كبرت حياة مليانة كليتها حيوية كلها. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Marion, dans les études sur la domination, il y a les gender studies, les études de genre, les racial studies. Il y a aussi le prisme de la classe sociale. C'est ce que Tal explique dans son ouvrage. Il explique que pour comprendre les rapports adultes-enfants de domination des adultes sur les enfants, les analogies aux rapports de genre et les théories féministes sont indispensables pour comprendre cette construction politique de la domination. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ? Alors, indispensable, je sais pas, mais en tout cas utile et pas suffisante en tout cas, mais je vais développer un peu. Oui, en fait, ça correspond au 2e chapitre du livre publié et donc de sa thèse, qui teste un peu en fait la qualification des rapports adultes-enfants comme des rapports sociaux de domination. Et c'est dans ce but-là que Tal utilise l'analogie, notamment pour le plus largement avec les rapports de genre. C'est un procédé en fait qu'il n'invente pas du tout, mais qui par ailleurs a été mis beaucoup en œuvre par exemple les féministes matérialistes françaises dans les années 70, entre genre et classe ou genre et race. Et donc Tal fait un peu cette hypothèse et c'est de voir si ça peut nous aider d'utiliser la même méthode que ces féministes en fait pour penser les rapports d'âge. C'est effectivement utile pour dénaturaliser, mais c'est pas suffisant. Et là, notamment, c'est le moment où il fait jouer l'intersection contre l'analogie. Donc l'analogie, c'est l'identité de rapport et pas l'identité des termes, en fait. Donc ça a pour conséquence qu'on se représente les différents groupes sociaux comme distincts et comme nettement séparés. Et donc ça, de son point de vue, c'est ce que avance ce 2e chapitre, ça peut alimenter une dynamique concurrentielle entre des groupes opprimés. Et c'est par exemple ce qu'on voit entre le groupe social des femmes et le groupe social des enfants. Et donc là, par exemple, il s'appuie sur l'hypothèse de la respectabilité qui montre comment les proto-féministes ont mis à distance aussi le groupe des enfants, comme justement pour en différencier les femmes, pour justement les requalifier comme sujets politiques à part entière, en fait. Donc l'analogie, elle a des défauts. Elle aurait aussi celui, par exemple, de dicter ce qui est prioritaire, quel combat par différence est secondaire. Et donc, de ce point de vue-là, Tal parle de lutte territoriale, en fait. Donc ça a pu aussi être une façon de reléguer la domination adulte à un plan second qui ne serait pas prioritaire. Donc voilà, il se sert de cet outil de façon assez massive. Ça lui permet, en fait, après avoir dénaturalisé les rapports de domination, ce rapport de pouvoir entre adultes et enfants, en historicisant, en faisant une étude historique, donc je parlais par exemple du libéralisme, etc. Ensuite, l'analogie, elle lui sert vraiment à essayer de repolitiser, mais Tal le fait aussi en soulignant les défauts, les manques de cet outil-là, et il fait jouer aussi l'intersection pour compléter ça. Oui, à chaque fois qu'il utilise quelque chose, un outil de recherche, d'historicisation, d'analogie, à chaque fois il y a une critique quand même constante de ces méthodes-là. Ça, c'est une question pour vous deux, une question plutôt générale, une question qu'on se pose beaucoup aujourd'hui, de nos jours en tout cas. Aujourd'hui, l'inceste, c'est quand même encore beaucoup abordé comme un crime individuel, souvent rarement comme une question systémique, malgré les mobilisations, malgré le travail qui est fait en recherche et ailleurs. En quoi la notion de culture de l'inceste, qui a été notamment utilisée par Juliette Drouard, mais pas que, permet d'en saisir les mécanismes collectifs aujourd'hui? Alors, la culture de l'inceste, ça a été justement dans ce collectif, Tal a participé et il y a un de ses articles dans cet ouvrage-là. Ouais. C'est pas particulièrement au centre de sa thèse, mais on peut dire que l'une des pièces principales que Tal apporte pour penser cette culture de l'inceste, c'est-à-dire donc finalement une stratégie politique qui est celle de l'amnésie collective, c'est de penser le rapport d'inversion temporelle.